messieurs, bonsoir. Merci de suivre Évasion Guinée pour vous informer. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. 1 kilo de viande à 30 000 francs guinéens durant ce mois saint de Ramadan. Le département de l'élevage et les opérateurs du secteur en ont décidé à travers un protocole d'accord signé par les deux parties mercredi. La démarche vise à améliorer les conditions de vie des populations en ce mois de jeûne. Petit à petit, les citoyens de Conakry s'habituent au phénomène de moto-taxi pourtant interdit dans la capitale. Dans certaines parties de la haute banlieue, elles sont bien prisées, leur présence est de plus en plus remarquée. Et puis le grand format de cette édition, nous irons à Kindia, la capitale des agrumes où les agriculteurs entendent relever les défis de l'autosuffisance alimentaire dans la préfecture. Actuellement, les productions locales sont destinées aux zones rurales où malgré leur courage, les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Les Guinéens voteront le 24 septembre prochain au compte des élections législatives. Le président de la République l'a fait savoir mercredi soir dans un décret convoquant le corps électoral. Cet autre acte du pouvoir central est la suite de l'accord récemment signé par les acteurs politiques sous la médiation internationale. Les élections législatives prochaines, en commentaire signé Ibrahima Souriari Yansane. Les Guinéens, de nouveau convoqués aux urnes pour le scrutin législatif, le chef de l'État a pris un décret fixant la date des élections au 24 septembre prochain, une date acceptée par tous puisqu'elle est conforme, dit-on, aux accords récemment signés par les différentes parties engagées dans le processus. Le pouvoir s'en félicite et l'opposition républicaine l'approuve selon son porte-parole, comme pour dire que la voie vers une sortie de crise qui n'a que trop duré est aujourd'hui largement ouverte. L'intérêt du pays semble dominer désormais les esprits des politiciens de tous bords. Cette démarche permettra à la Guinée de retrouver le chemin de développement à travers la mise en place de l'Assemblée nationale, une assemblée dont l'avènement favoriserait des investissements étrangers comme le 10e FED, le Fonds européen de développement. L'enveloppe s'élève à plus de 230 millions d'euros. Elle va permettre la construction d'infrastructures sociales notamment. Le rendez-vous du 24 septembre est donc très attendu par les Guinéens mais aussi par la communauté internationale. Le respect de cette date, c'est donc le défi du moment. Un commentaire signé Ibrahima Souriari Yansani. Le Conseil national de transition CNT a procédé ce jeudi à la présentation du rapport synthèse des travaux de l'intercommission relative à l'adoption d'un accord de prêt. Il porte sur le financement du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les préfectures de Boké et Télimélé. Un accord signé entre le gouvernement et la Banque islamique de développement BID Djabachir. L'adoption de ce projet discuté et amendé par 91 conseillers nationaux du Conseil national de la transition vise à améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Au moins 13 600 points d'eau, notamment des puits améliorés, suivis de la mise en œuvre des techniques pour la protection de l'environnement dans les préfectures de Boké et Télémélé seront réalisés. La réalisation de ce projet sera effective grâce à un prêt octroyé par la Banque islamique de développement pour un coût global de 14,7 millions de dollars américains. Pour les deux préfectures concernées, par ce présent accord, il sera opportun de renforcer le système d'assainissement et l'infrastructure de production et de distribution de l'eau potable en milieu rural et semi-urbain pour permettre une augmentation substantielle du taux d'accès à l'eau potable. Quant au ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, il mesure à sa juste valeur l'adoption de ce projet de loi qui s'inscrit selon lui dans le cadre du développement socio-économique du pays. Il s'agit de la construction de 300 forages, 18 mini-adductions d'eau potable et de 2000 latrines, car cela s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Le projet que nous vous présentons ici est un projet vital. Le service national d'aménagement des points d'eau SNAP, appuyé par son département de tutelle, sera chargé d'exécuter le projet selon le rapport.
Conformément aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a procédé ce jeudi à la remise des 5 villas des cases Bellevue, des villas complètement rénovées par le Royaume du Maroc et remises aux autorités guinéennes en signe de consolidation fraternelle entre les peuples marocains et guinéens. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des pays candidats à la Guinée tentent désormais de se faire reconnaître pays conformes aux exigences de l'ITUE, initiative de transparence dans les industries extractives. Ce jeudi, les membres du comité de pilotage étaient en conclave pour examiner l'approbation du choix d'un conciliateur pour évaluer les paiements effectués par les sociétés minières ainsi que les montants perçus par l'administration publique pour les exercices 2011-2012. Alpha Omar Barry. C'est une réunion technique axée sur une concertation des membres du comité de pilotage de l'initiative de transparence dans les industries extractives en Guinée au sujet de l'approbation du choix d'un conciliateur pour évaluer les paiements effectués par les sociétés minières et les montants perçus par l'administration publique pour les exercices 2011 et 2012. Sur le sujet, le président du comité de pilotage a informé les autres membres du choix d'un conciliateur sur la base d'un appel d'offres international lancé par la Guinée. Il y a eu une présélection de 6 et puis 3 autres qui ont été retenus dans Most Defense, Ernst & Young et je crois Fairlinks de France. Et finalement, c'est Most Defense qui a été retenu et qui a eu, je crois, 91 points sur 100, qui était la meilleure offre. Et celui-là a déjà travaillé avec nous et nous n'avons aucun mal à pouvoir recommencer l'exercice avec eux. La Guinée, qui devait passer de pays candidat à celui de pays conforme depuis le mois d'août 2012, a été recalée par l'ITUE international à cause de 21 exigences qui n'ont pas été respectées. Une nouvelle date butoir fixée au mois d'avril 2014 a été accordée à la Guinée avec la réduction des exigences par l'ITUE international qui passe de 21 à 7. Pour Guillaume Curtis, cette date est raisonnable pour la Guinée. Moi, je suis confiant parce que si nous avons sur 12, nous avons eu 21, nous avons eu 12 exigences réussies l'année dernière. Les autres qu'on n'a pas pu faire étaient quand même largement à la portée de l'administration publique. Mais je ne crois pas que toutes les administrations qui étaient en cause et en jeu ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes pour apporter des informations. La République de Guinée a donc devant elle 9 mois pour se conformer aux exigences de l'ITUE international et la validation du pays pourrait apporter beaucoup d'avantages en termes d'investissement de capitaux étrangers dans le pays. Dans l'actualité également, le gouvernement reste préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, surtout en cette période de Ramadan. Les opérateurs de la filière viande et bétail, notamment, ont signé un accord ce mercredi avec le ministère de l'Élevage. La démarche vise à mettre en place des dispositions nécessaires pour ravitailler suffisamment les populations en viande et autres produits de volaille. Déjà, ils se sont entendus à vendre le kilogramme de viande de bœuf à 30 000 francs guinéens durant tout le mois de Ramadan. Fanta Conté. Pour soulager les populations pendant ce mois saint de Ramadan, le ministère de l'Élevage a signé mercredi un protocole d'accord avec les opérateurs de la filière viande, bétail et avicole. Ce partenariat devrait permettre aux citoyens d'avoir accès à la viande et à des prix abordables. Déjà, la commission de suivi mise en place par le département a pris quelques dispositions à l'avantage des deux parties. L'administration s'engage à lever les tracasseries routières éventuelles, à mettre des cases à la disposition des opérateurs pour la vente des poules de réforme, à appuyer les opérateurs pour le transport des poules de réforme et les jeux vers les points de vente. L'ensemble des opérateurs s'engagent à assurer un approvisionnement suffisant à la population en viande de boucherie, en poules de réforme à nœuds et produits d'importation, poulet et viande congelée de bonne qualité au niveau des points de vente répertoriés. Après la signature de cet accord, les différents acteurs impliqués dans cette opération Ramadan 2013 ont profité pour réaffirmer leurs engagements à respecter le dit protocole. Nous avons des points de vente ciblés. Nous ferons le maximum pour que les œufs soient vendus à 30 000 et que les poules de réforme soient vendues à 28 000 sur nos points de vente. Nous vendons les cartons de poulet aujourd'hui
à 165 000 au lieu de 185 000. Et les cartons de cuisse à 165 000 au lieu de 175 000. Cet engagement des opérateurs du secteur de l'élevage traduit leur volonté de soutenir les efforts du gouvernement pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations guinéennes, vision du chef de l'État. En acceptant de s'écarter de ceux qui profitent du mois saint de Ramadan pour tripler les prix des denrées de première nécessité. Au total, 36 points de vente ont été identifiés à Conakry. Cet accord stipule notamment que le kilo de viande soit vendu à 30 000 francs guinéens dans la capitale. Un offre de soulagement donc pour les populations, car consommer de la viande est devenu un luxe pour les pauvres. À présent, parlons santé dans cette édition. La fièvre typhoïde est une maladie qui tue comme le paludisme et le choléra. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 30 millions de personnes à travers le monde sont atteintes de la maladie avec plus de 17 000 cas de décès par an. Les aliments souillés, mal cuits ou le manque d'hygiène seraient les principales causes de cette maladie. Ciao Bachir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de patients atteints de la fièvre typhoïde dans le monde serait compris entre 16 et 33 millions de personnes, avec plus de 200 000 cas de décès enregistrés par an. La contamination se fait par la consommation d'aliments ou de boissons souillées par les selles d'un homme infecté, malade ou porteur sain. Les continents africains et asiatiques restent les plus touchés. En Guinée, la maladie serait la cause de beaucoup de décès, selon le médecin. La fièvre typhoïde, comme son nom l'indique, commence d'abord par une fièvre, c'est-à-dire une fièvre qui est vraiment prolongée, qui s'étend plus généralement sur une période d'une semaine. Il y a également des céphalées, des douleurs abdominales qui sont vraiment très marquées. Parfois, ces douleurs abdominales sont accompagnées de diarrhée. La fièvre typhoïde, appelée aussi maladie des mains sales, peut, selon le médecin, être fatale si elle n'est pas diagnostiquée à temps et que des mesures préventives et curatives ne soient pas prises. Si on arrive à poser un diagnostic de fièvre typhoïde, on n'a pas assuré la prise en charge à temps, les complications peuvent vraiment tuer le malade. Parmi ces complications, ce sont les perforations digestives. Pour éviter la fièvre typhoïde en cette période hivernale, l'hygiène alimentaire et environnementale s'avère indispensable. En cette période hivernale, c'est de prendre les mesures d'hygiène avant tout. C'est-à-dire l'hygiène d'abord du milieu, ensuite. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse décrite en 1818 par le biologiste Pierre Bretonneau. Elle est causée par une bactérie de la famille Enterobacteria du genre des salmonelles. Autre maladie dans cette édition, les maladies des yeux, notamment la cataracte, une pathologie qui opacifie de façon partielle ou totale le cristallin, une opacification plutôt, qui peut causer une baisse progressive de la vue, une maladie très répandue de nos jours, mais qui peut être traitée à travers la chirurgie. Notre rédaction a rencontré un spécialiste à la matière. Reportage Marie-Sheila Fofana. La cataracte, une maladie des yeux qui diminue la transparence de la cornée ou du cristallin, une lentille convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette diminution va causer une baisse progressive de la vue au début, accompagnée de gêne à la lumière. Cette baisse de la vision peut être rapide à cause d'un traumatisme. Selon ce médecin spécialiste, la cataracte peut être contractée à travers plusieurs facteurs, à savoir l'exposition aux rayons ultraviolets, le tabagisme et autres. La cataracte n'est pas une pathologie contagieuse, mais c'est une pathologie qu'on acquiert avec l'âge. Sans oublier qu'il y a d'autres étiologies, d'autres causes donc de cataractes, telles que les cataractes qui surviennent chez les enfants, qu'on appelle les cataractes congénitales, les cataractes pathologiques qui surviennent chez des sujets qui ont d'autres problèmes, que ce soit ophtalmologiques ou général. Et il y a également des cataractes compliquées qui sont liées à des accidents de la voie publique, qui sont liés également à d'autres problèmes
en dehors de l'âge. Et il y a des cataractes qu'on peut qualifier d'iatrogènes qui sont liés à l'utilisation de corticoïdes au long cours. Cette maladie est connue depuis l'Antiquité, mais depuis toujours, le traitement le plus efficace reste la chirurgie. Une chirurgie qui a connu des évolutions avec le temps. Le seul moyen par lequel on soigne la cataracte de nos jours, c'est la chirurgie. C'est une chirurgie qui évolue, il faut reconnaître. Bien avant notre époque, c'était une chirurgie qu'on appelle l'extraction intracapsulaire. De l'extraction intracapsulaire, elle est passée à l'extraction extracapsulaire. J'ai pratiqué cette chirurgie. Et de l'extraction extracapsulaire, on est passé à la phaco-alternative. Bien sûr, l'alternative à la phaco-émulsification. Et de nos jours, avec l'arrivée des Américains au bateau qui étaient là, avec eux, j'ai appris une nouvelle méthode qu'on appelle le M6, le Manual Small Incision Cataract Chirurgie, qui est de nos jours vraiment la dernière technique. Selon les statistiques, 80% des cas de cataracte sont enregistrés chez les personnes de plus de 70 ans qui vivent en province. La prévention étant la meilleure stratégie pour éviter cette maladie, la cataracte peut être soignée à temps si le patient est suivi par un spécialiste. L'actualité sur un tout autre plan, plusieurs familles de Samatra Plateau dans la haute banlieue de Conakry ont été réveillées ce jeudi par la démolition de leur habitation. Se disant surprises, ces familles ont reçu un bulldozer en compagnie d'un huissier de justice d'un groupe de gendarmes. À en croire l'huissier, c'est une décision de justice devant être exécutée. Explication et la Jomar Barré. Les habitants de Sumatra Plateau, secteur 2, se sont mal réveillés ce jeudi. Plusieurs d'entre eux ont été sommés de quitter leur domicile. Des domiciles qui ont été démolis par un groupe de gendarmes en exécution d'une décision de justice. Pire, certaines écoles n'ont pas été épargnées de cette opération. Selon les informations, ce domaine appartenait au feu président général Lansana Conté qu'il avait octroyé à ses filles, qu'il avait revendu à un certain Sékou Keïta. Moi je sais, le domaine là, c'est pas un domaine de l'État. Ils ont acheté aux coutumiers. Les coutumiers ont donné au président. Le président à son tour a donné à ses soeurs et frères. Et aussi on vendit aux gens. On m'appelait que je suis en train de démolir tout le secteur, que soi-disant que une famille de Sékou Keïta qui réclame la propriété. Maintenant, autant moi j'avais fait mes titres fonciers parce que j'ai des parcelles. Je suis allé moi-même jusqu'à Doubreka aller faire des enquêtes avec l'agent du notaire. On a fait toutes les vérifications et on m'a montré aussi la liste des jeunes réservés pour l'État. Quand on m'a donné mes deux parcelles, que le commandant de la gendarmerie d'Habitat a été témoin. Il est actuellement en service à la gendarmerie de Madina. Aujourd'hui, matin bonheur, j'étais couché, ma femme est venue me dire que les gendarmes sont venus chez nous. Avant de me lever, ils ont retiré la porte et ils ont emporté l'argent de ma femme qui est commerçante. Déprimées, ces familles, les larmes aux yeux, sollicitent l'implication des autorités. Nous appelons à l'autorité de l'État, plus précisément le chef de l'État, qui est le président, qui est le premier magistrat de la République. Parce qu'il est là en tant que président du peuple, pas du haut peuple, mais du bas peuple. Et c'est le bas peuple qui étudiait dans cette école. Donc ce bas peuple est blâmé dans son plan de droit, qu'il n'a qu'à rendre justice à qui le droit, parce que nous sommes vraiment déçus encore une fois. Aussitôt informé, le maire de Doubreka s'est rendu sur les lieux. Il a déploré cette situation et a demandé à la population plus de retenue. Ce qu'on est venu constater sur le terrain, honnêtement parlant, c'est aberrant. Ils ont déposé une copie à la commune de 2005 à la date d'aujourd'hui. On devait être informé qu'ils devaient venir aujourd'hui pour faire l'exécution sur le terrain. Cela n'a pas été fait. Tout ce que je veux leur dire, c'est de rester tranquille, rester calme. Parce qu'ils ont commencé par la voie pacifique. Comment? Tu ne peux pas comprendre qu'un groupe de gendarmes peut venir sur le terrain pour exécuter les instructions de la justice guinéenne et que la population soit là, il reste serein sans réagir. C'est une première.
Un conflit qui est loin de livrer ses derniers secrets ou dire des déguerpis. Des déguerpis qui n'ont pour l'heure pas dévoilé la nouvelle stratégie qu'ils comptent adopter. Et puis le jardin botanique de Guinée à la Camaïenne dans la commune de Dixine est aujourd'hui un espace laissé à l'abandon. Autrefois, cet endroit était un bijou national regorgeant d'espèces de plantes diverses et variées de tous les horizons. Malheureusement, il est aujourd'hui difficile de reconnaître le jardin botanique de Guinée. Reportage Marie-Sheila Fofana. Autrefois un trésor national, le jardin botanique de Camaïenne se trouve aujourd'hui dans un état déplorable. Cet espace laissé à l'abandon sert d'atelier de menuiserie pour certains et de lieu d'étalage de linge pour d'autres, alors qu'il regorge plusieurs espèces de plantes venues des 5 continents. Le mangoustanier, il y a une dizaine de pieds qui restent ici. Il y a aussi un rejet de bananier qui est venu du jardin de Paris. Les eucalyptus, le flamboyant, ça c'était les plantes ornementales. Il y a aussi le tiama. Cette espèce est venue des grandes forêts de l'Angola. Il n'y a que 6 pieds aujourd'hui dans le jardin botanique. On a aussi les plantes aromatiques. Il y a le cannelier. Cette espèce aussi a une grande importance médicinale. Créé en mars 1897 sur instruction de Noël Ballet, premier gouverneur de la ville de Conakry, le jardin botanique de Camaïenne devrait servir pour expérimenter la survie des plantes d'autres horizons sur le sol guinéen. Les arbres sont nos meilleurs compagnons sur la terre. Non seulement l'homme n'est pas reconnaissant vis-à-vis de la plante, l'arbre nous donne l'oxygène que nous respirons sur la terre. Parce que c'est ce qui libère de la nature. Et toutes les recettes médicales que l'homme utilise sur la terre viennent des plantes. Notre nourriture, ça vient des plantes. Le jardin botanique de Camaïenne, le premier en Guinée, est confronté à d'énormes problèmes. Nous avons un problème d'eau. À part de ça, qu'on nous donne la possibilité aussi de la multiplication de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Ça, c'est pour le renforcer et le multiplier à l'échelle nationale. Il y a aussi le personnel auxiliaire qui manque. Parce que quand ceux-ci sont là pour nettoyer le jardin, les différentes carrés, donc on peut connaître ceci à ça et les suivre pour leur dire que cette espèce n'est pas à toucher, l'autre là est à toucher. Les travailleurs de cet espace, à l'image de l'âge Ousmane Kamara, appelé aussi par ses compagnons l'ami de la nature, déplorent le non-respect des plantes par les populations. Ils estiment que ces êtres doivent être entretenus en vue de donner un visage reluisant à la capitale Conakry. Autre registre de l'actualité, de nombreux enfants abandonnés issus de parents pauvres sont accueillis dans des foyers qui leur redonnent le goût de vivre. En plus de ces enfants, le foyer SOS mineurs en prison reçoit aussi en rééducation des enfants accomplis avec la loi. Ce foyer s'est déjà occupé de 125 mineurs. Reportage Valérie Hidari. La maltraitance des enfants est un phénomène qui prend de l'ampleur en Guinée et plus particulièrement dans la capitale Conakry. De nos jours, malgré la ratification de plusieurs lois relatives à la promotion et à la protection des enfants, la pratique continue. Ils sont nombreux, ces enfants abandonnés, errants dans les quartiers de banlieue de la capitale Conakry, qui sont reçus dans les structures d'encadrement. C'est comme le cas de SOS, Save Our Soul, qui signifie sauver nos âmes. Il se fixe pour objectif principal accompagner les enfants en situation difficile. SOS mineurs en prison est une structure nationale qui s'occupe de la protection des enfants de la rue, des enfants qu'on peut retrouver en garde à vue, des enfants en prison et des enfants abandonnés en général. Âgée de 13 ans, cette jeune fille victime de maltraitance et violence par sa tutrice vit dans ce foyer depuis 2011. J'étais à Bessia. On m'a frappé, j'ai quitté là-bas, je suis venue ici. Ma tante, un jour, elle a dit de laver les habits, je n'aime pas laver. Elle est venue m'a frappé, moi aussi j'ai fui là-bas. Situé à Soponia-Gare, SOS, mineur en prison, accueille depuis sa création en juillet 2011 plus de 125 enfants victimes de maltraitance en vue de les réinsérer dans la vie socio-professionnelle. Les enfants scolarisés, eux, par exemple, apprennent l'informatique, la soudure et la menuiserie. Ce foyer est soutenu par le Comité catholique contre la faim et pour le développement, en abrégé CCFD. Les appuis dont on a bénéficié en général pendant près de 23 ans, c'est généralement des appuis qui sont venus de l'extérieur, des partenaires étrangers, que le Comité catholique contre la faim pour le développement. Sur le plan national,
Nous avons bénéficié plus d'une fois, 2 ou 3, 4 fois de l'appui de l'UNICEF. Récemment, la fondation de la première dame de la République nous a donné des vivres à l'occasion de Noël 2012. Il reste encore de nombreux mineurs qui végètent dans les rues ou victimes de maltraitance dans leur demeure. Des mineurs qui attendent l'État la mise en application d'une politique rigoureuse visant à les protéger. Je vous le disais en titre, une activité bien prisée à l'intérieur du pays mais interdite à Conakry. Il s'agit de l'exercice du métier de mototaxi. Malgré cette interdiction, le phénomène de mototaxi prend de l'ampleur. Dans les carrefours et ronds-points de Conakry, on remarque de plus en plus leur présence. Illustration à Sangoya Rai où des jeunes en attente d'un emploi exercent cette activité pour joindre les deux bouts. C'est un reportage signé Abdourahman Naba. C'est pour se décharger du soutien familial ou par manque de travail que de nombreux jeunes s'adonnent à la pratique du taxi-moto, une activité pourtant interdite à Conakry. Avec le désenclavement de certaines zones et les interminables embouteillages, la pratique du taxi-moto semble être la solution pour beaucoup. Le bénéfice que moi je tire, d'abord je suis un vieux âgé de 72 ans. Si on me ramène jusqu'à la porte de chez moi, ce service-là n'a pas de prix. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous laisser avec ces conducteurs de taxi-moto. Nous sommes à Sangoya Rai où cette activité bat son plein. Ici, des étudiants diplômés sans emploi, des commerçants ruinés, y travaillent de 6h à 22h. Nous sommes là de 6h jusqu'à 22h. Comme on a des étudiants, il y a des diplômés ici sans emploi. Il y a des commerçants qui ont perdu leur ligne, il y a des ouvriers qui ne gagnent pas de travail. Donc, on a essayé de créer de ces petits emplois-là pour avoir le minimum de nos besoins. Ces jeunes de tout âge sont conscients de l'interdiction de leur activité, mais ils ont leurs raisons. Manque d'emploi pour les uns et situation économique dégradante pour les autres. Je m'introduis dans cette activité pour le moment. Mais le jour où on aura d'emploi, vraiment, c'est pas mon métier. Je vis dans un coin là où je ne gagne pas du tout mes besoins primaires. Il y a d'autres problèmes que je dois résoudre à moi personnellement. À la direction centrale de la sécurité routière, toutes les initiatives entreprises sont restées vaines pour empêcher la pratique de taxi-moto à Conakry. Et puis les agriculteurs de la préfecture de Kindia affûtent leurs armes pour une autonomie alimentaire. Cette année, ils ont produit plusieurs hectares de riz, de maïs et de manioc, des productions destinées aux zones rurales pour le développement du secteur agricole. Ces agriculteurs confrontés à certaines difficultés ne désarment pas. Ils ont en possession des réserves de riz de la saison dernière. Les problèmes des agriculteurs de Kindia, leur plan d'action, c'est un grand format de ce journal signé Mfali Guilavogui. La lutte pour l'autosuffisance alimentaire, véritable cheval de bataille pour les paysans producteurs de Kindia qui ont aménagé plusieurs champs de riz, de maïs et de manioc pour venir à bout de la faim. Nous avons prévu faire 51 hectares de riz. Nous avons envisagé aussi faire le maïs légumes et maïs graines. Nous avons aussi la multiplication des semences de bouture de manioc. Comme cet agriculteur, certains ont à leur possession des bas-fonds à quelques encablures du centre agricole de Bamban. Ils entendent sous peu transplanter du riz pour être dans le calendrier agricole. Plusieurs variétés de riz sont cultivées sur les plaines et bas-fonds de Kindia. CK113 et une variété TAB que nous avons reçue de l'Assise de Farana, qui donne par hectare 12 tonnes à l'hectare. La troisième date, c'est la variété Kaulak, qui est une très grande productivité, qui est là. Cette initiative a permis aux agriculteurs de Kindia de faire des exploits. Ils détiennent plusieurs stocks de riz, un résultat rendu possible grâce au soutien des autorités. On avait produit 12 tonnes et les 6 tonnes là, nous avons mis à la disposition des producteurs qui doivent nous rembourser à la récolte. En 2008, le riz du pays est allé jusqu'à 400 000. Aujourd'hui, le riz du pays est à 250 000. Vraiment, on doit se sentir heureux. C'est l'Agence nationale de promotion et du Conseil agricole qui assiste les agriculteurs des zones rurales. Les responsables de cette structure s'inscrivent dans la lutte contre l'insécurité alimentaire qui frappe de plein fouet certaines régions du pays. À Bamban spécialement, nous avons un objectif de production de semences de riz, de maïs et de manioc. Nous attendons
pour cette fin de campagne environ 150 tonnes de semences de riz, toutes variétés confondues, 90 tonnes de semences de maïs, 11 parcs à bois pour ce qui est des boutures de manioc. Nous avons un domaine d'environ 7 hectares. Les 7 hectares nous permettent de faire des essais, mais aussi des parcelles de production. Le gouvernement guinéen, dans son programme, a prévu et les engrais, les herbicides, mais aussi les semences. Avec tous ces éléments, la production est boostée. Les agriculteurs de Kindia font des résultats chaque année, cependant, ils sont confrontés à certaines difficultés. L'accessibilité est difficile. Maintenant, le problème de main-d'œuvre locale, c'est difficile. Par exemple, nous n'avons pas de moissonneuses-batteuses. Ça a été les difficultés l'année dernière. Alors, à quoi on peut s'attendre comme résultat à la fin de la récolte? Par hectare, 1 tonne 500 à 2 tonnes. Donc, quand vous multipliez ça par 46, on peut aller dans l'ordre de 200 quelques tonnes. Hein. Des tonnes de riz destinées aux marchés locaux pour une autosuffisance alimentaire, c'est l'ambition des producteurs de Kindia. Ainsi frappe cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Retrouvez cette édition dans notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez.